Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie sur le batch. Alors précédemment nous avons vu un petit peu comment manipuler la boucle for et diverses commandes bien entendu. Ici on va essayer de mettre en pratique un petit peu ce que nous avons vu, mais avant cela nous allons nous intéresser à d'autres petits programmes qu'on va utiliser aussi en ligne de commande. Donc dans un premier temps, nous allons aller sur internet, précisément sur Google, comme d'habitude. Alors, c'est vrai qu'on pourrait taper la recherche dans Google, mais comme je suis pas sûr de tomber sur le bon site, là je vais essayer. GNU Win32. Bon, peut-être que vous aurez la même chose que moi. Sinon, repérez l'adresse gnuwin32.sourceforge.net. Donc on va aller sur ce site, et dans la partie Package, dans la rubrique Download, nous allons chercher trois petits utilitaires. Le premier s'appelle bzip2. Donc on clique dessus, et dans la partie Binaries, on va aller télécharger le zip. Ça on lui dit oui, puis on retourne en arrière, deux fois de suite, pour revenir dans cette liste, et dans cette liste, nous allons chercher unzip. Donc juste ici, version 5.52. Même chose dans Download, les binaries, on va aller chercher le zip. Alors on va télécharger le zip. Toujours pareil, on retourne deux fois en arrière, et on va aller chercher zip, donc en version 3. Toujours pareil, dans les binaries, on va chercher le zip. Enfin, on va aller sur Google, et nous allons taper wget, prononcer widget. Donc on va taper widget window plutôt, et on va aller sur le site de OneNet à 01.net, 01net.com plutôt, et on va aller télécharger notre élément. Voilà, surtout prenez bien les sites que je vous ai indiqués, sinon ça ne fonctionnera pas comme je vais vous le montrer. Une fois ce site fait, vous pouvez fermer le navigateur, on n'a plus besoin pour le moment. Je vais dans mon dossier de téléchargement afin d'aller extraire tous ces éléments. Alors ça c'était ce qu'on avait fait précédemment, donc comme c'est envoyé sur le serveur, on va le laisser tranquillement là-bas. Du coup ça je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Donc je vais extraire chacune de ces archives. Donc zip va servir à compresser, unzip va servir à décompresser, bzip va juste nous servir pour un fichier, et wget, soit widget, va nous servir à récupérer des éléments sur internet. Bien sûr, tout ceci en ligne de commande, sinon ce serait pas amusant. Donc dans le zip bin, on va aller dans le répertoire bin, et on va juste prendre le zip exe. Ensuite dans le unzip, pareil, dans le répertoire bin, et on va prendre juste unzip. Je vais supprimer zip et unzip, les dossiers précédemment téléchargés. Pour widget, on va prendre simplement widget exe. Même chose, je peux supprimer ce répertoire qui ne me servira plus à rien. Reste bzip.
Alors vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait télécharger ce bzip. Premièrement, si je double-clique sur Widget, on voit qu'une fenêtre s'est ouverte et refermée aussitôt. Si je clique sur Unzip, même chose, vous avez vu la console démarrer, afficher des lignes et se refermer. N'ayez crainte, il ne se passe rien sur votre système, c'est juste des programmes en fait qu'on utilise en ligne de commande, c'est pour ça que il se ferme aussitôt tout bonnement. Par contre, petite particularité, c'est quand on va cliquer sur Zip Exe, on va avoir un message d'erreur nous indiquant qu'il nous manque bzip2.dll. Donc on va cliquer OK, puis cette fois-ci on va dans le répertoire bzip, dans les binaires, et nous allons chercher le bzip2.dll, que nous allons placer à côté de notre zip exe. Ainsi, maintenant on peut supprimer bzip2, vous comprenez pourquoi je vous l'ai fait télécharger. Je vais retester zip exe, et on voit que cette fois-ci il n'y a plus d'erreur, il a fait comme unzip on va dire. Alors, bien entendu, je vous ai dit qu'on utiliserait ceci en ligne de commande. Donc je vais ouvrir une ligne de commande, voilà. Et là je suis dans un tutoriel, donc je vais me déplacer sur le dossier du bureau, soit desktop. Ainsi, ici, si je fais un petit dir, hop là. Voilà. Donc j'ai bien mes éléments juste devant mes yeux. Alors, premièrement, pour utiliser zip exe, donc on peut le voir, hein, il suffit de taper zip, puis de valider par entrée. Et là on voit toute l'aide détaillée sur zip. Alors pour l'utiliser, c'est pas très compliqué. Bon, déjà on a un petit peu la ligne qui nous dit comment on s'en sert, zip, options, chemin, une date, des suffixes et le fichier zip ou une liste de fichiers qu'on va zipper et une autre option xilist. Donc là-dessus c'est pareil, tout ce qui est entre crochets, hein, on l'a déjà vu, c'est optionnel, c'est comme dans le DOS. Et chacune des lettres qui peut nous faire voir sont expliquées en dessous. Bien sûr, il y en a un petit peu plus en dessous. Donc sans trop rentrer dans chacun des éléments, je vais vous faire voir hein, très simplement comment on va l'utiliser. Donc sur le bureau, on a bien un dossier qui est web. Donc le dossier que je me sers un petit peu pour mettre sur le web. Alors par contre, je vais peut-être pas... Bon, déjà je vais réduire un petit peu ça par contre. Et là-dedans, comme il y a beaucoup d'éléments, ça risquerait de prendre du temps si je compresse tout ça. Parce qu'il y a tous ces éléments-là qui sont déjà compressés. Bon allez, pour le fun on va les garder quand même. Donc le but va être de compresser le dossier web. Alors, pour cela je vais utiliser zip. Ensuite, je peux marquer le nom du dossier zippé. Imaginez, je veux l'appeler archive.zip. Ensuite, l'autre paramètre, c'est les éléments qu'on veut compresser. Donc ici, c'est web, le dossier web, qui se trouve bien entendu sur le bureau. Alors si je fais ceci, je vais avoir un petit problème. Donc, on me dit que il a ajouté web, d'accord, mais que stored 0%. Effectivement, sur mon bureau, j'ai bien un archive zip, l'élément que j'ai demandé qui serait zippé. Mais si je regarde dedans, malheureusement, il va pas y avoir grand chose à part le dossier web. Alors pourquoi il n'a pas mis tous les éléments à l'intérieur? En fait, il va falloir qu'on lui précise que -R pour récursive. Hein, quand un élément contient des sous-éléments, on appelle ça le mode récursif. Donc tout simplement, l'archive, je vais la mettre à la poubelle pour le moment. Et puis je vais appuyer sur la flèche du haut, et après zip,
je vais ajouter l'option "-r", en laissant le reste pareil. Et à nouveau, je rappuie sur Entrée. Donc là, on voit qu'il est en train de compresser et qu'il vient de finir. Donc on a vu au passage qu'il ajoute l'icône, le fichier HTML, l'autre fichier HTML, le dossier de programme, le dossier line, le dossier win, bah bref, je vais pas vous dire tout, mais vous voyez qu'il a tout mis. Donc on pourrait regarder dans l'archive. On a bien le dossier web, les éléments à l'intérieur, comme les sous-éléments sont bien ajoutés à cette archive. Nous savons compresser une archive. Alors, c'est vrai que là du coup je vais avoir besoin de ça. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire une copie du dossier web. Donc l'archive pour le moment je vais la remettre à la poubelle. Je vais prendre que les éléments principaux, je vais pas prendre ce qu'il y a dans les programmes. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça. Ensuite je vais me créer un dossier, je vais l'appeler test. Et je vais coller ces éléments dedans. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais me recréer une archive, mais cette fois-ci, au lieu de préciser web, je vais préciser test. Bon, bien entendu, si je fais ça, ça va pas changer grand chose par rapport à tout à l'heure, ça me recréera un élément qui va s'appeler archive zip, dont il va prendre tout le contenu de test. Ce que j'aimerais bien, c'est que, au lieu qu'il me crée l'archive, mais qu'il me laisse le dossier à côté, je voudrais qu'il déplace le dossier dans l'archive. Autrement dit, je voudrais que test, une fois compressé, soit dans l'archive et qu'il n'y ait plus le dossier ici. Comment je pourrais faire ça? On a une option ici qui est M pour dire Move into zip file. En d'autres termes, c'est comme si il créait l'archive et qu'il supprimait le dossier. Ou imaginez qu'il crée l'archive en envoyant le dossier dans l'archive. Vous pouvez voir un cas comme l'autre, ce sera la même chose. Donc je vais rajouter l'option M. Puis à nouveau je revalide la commande. Et on voit que archive-zip vient d'être créé et que test a disparu. En fait il n'a pas vraiment disparu, il est réellement dans l'archive, avec ses éléments bien entendu. L'avantage c'est que ça évite de laisser traîner un fichier pour rien, un dossier pour rien. Donc super, nous savons compresser une archive tout en laissant propre le système. Comment décompresser notre archive maintenant? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est unzip. Donc si je tape unzip comme ça par défaut, pareil que pour zip, on a l'usage, donc unzip, quelques paramètres, des options, le fichier, une liste, plusieurs éléments, une extraction, etc., etc. En bas, on a un petit exemple aussi, sympathique qui peut nous aider. Malgré cet exemple, vous allez voir que l'utilisation d'unzip est bien plus simple que l'autre. En fait, très simplement, il suffit de dire unzip et le nom du dossier que vous voulez dézipper. Le nom de l'archive que vous voulez dézipper. Donc si je fais ceci et que je valide, on voit ça marche très bien. J'ai mon test qui est revenu avec ces éléments à l'intérieur. Donc ici il n'y a pas de mode récursif ou quoi, ça fonctionne par défaut, c'est directement tout seul quoi. Alors j'aurais pu tester en mettant des sous-dossiers, mais généralement par défaut ça fonctionne très bien. Bon, j'ai le même problème par contre. C'est-à-dire que l'archive qui vient de se faire extraire est toujours là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'une fois qu'il a extrait l'archive, il supprime l'archive en fait. Comment faire ça? C'est assez simple. Vous allez voir. Logiquement, on demanderait de
faire ceci, c'est-à-dire ce que j'ai fait il y a 2 secondes, hein, d'extraire l'archive, puis de taper la commande delete archive. Et là on voit l'archive qui a disparu. Bon, par contre pour faire ça j'ai dû taper 2 lignes. 2 fois j'ai dû appuyer sur entrée. On peut faire mieux. Bon, bien entendu, comme j'ai envoyé l'archive à la poubelle, je vais devoir en recréer une depuis test, comme je l'ai fait tout à l'heure avec zip. Donc je vais recréer une archive zip, tout en déplaçant comme on l'a vu. Ainsi maintenant ça devient archive, et pour la dézipper, je fais unzip le nom du fichier zip, et un espace, je vais ajouter le et commercial. Alors le et commercial a pour but en fait d'enchaîner les commandes. C'est-à-dire c'est comme si j'aurais appuyé sur entrée et puis que derrière je remets une commande en fait. Bon bah la première commande c'est extraire l'archive comme on l'a vu. Et la deuxième c'est de supprimer l'archive comme j'ai fait. Le tout tient sur une seule ligne. Si je valide, on voit bien que l'archive a été extraite et que le zip est parti à la poubelle. Résultat, je me retrouve avec le test complètement décompressé. Ce qui est plutôt cool. Bon, nous savons compresser un élément, nous savons le décompresser. Pourquoi avoir mis wget en plus? À quoi ça va nous servir? Pour cela, je vais aller sur Internet. Je vais aller sur le site de distribution. Dans la page des produits. Et disons que je vais récupérer ce qui est le dernier truc qu'on a fait, le temps et les boucles, parce que c'est moins gros et ça ira plus vite à récupérer. Alors ici c'est au choix, soit on prend le zip, soit on prendra l'exé. Le but c'est de pas cliquer dessus. Pour l'avoir, vous voyez qu'en bas il y a une adresse. Et pour avoir cette adresse, on va juste faire un clic droit sur le bouton et demander de copier l'adresse du lien. Ainsi, dans les mémoires, en ce moment, tant que vous copiez rien, c'est cette adresse qui est dans la RAM. Ou dans votre presse-papier si vous préférez. Et pour utiliser wget, c'est assez simple. On tape widget, wget, puis on vient coller l'adresse web. Donc on voit que wget cible un emplacement web. Pour ceux qui se poseraient la question sur le wget ou widget, en fait c'est un utilitaire de téléchargement à distance sur le web dont Linux en est très friand. En d'autres termes, sur Linux, à chaque fois que vous faites un apt-get install de quelque chose, c'est du wget derrière qui va chercher les sources. Et puis qu'après ça décompile sur le système quoi. Donc on peut s'en servir sur Windows aussi. Bonne nouvelle. Et ça permet de récupérer n'importe quoi sur le web. À condition qu'on ait le droit de le récupérer, bien entendu. Donc si je valide la commande, on voit qu'il a été me chercher le boucle zip. Si je regarde dedans, j'ai bien mes 2 éléments que j'ai fait la dernière fois. Donc, ce boucle zip que je viens de chercher, si je recommençais la même ligne de commande, donc vous avez vu la première dans la vidéo précédente, comment j'avais un petit peu organisé les fichiers sur ce site de distribution. Je vais revenir au tout début du site de distribution, c'est-à-dire juste à l'adresse avec un slash, et je vais aller chercher la page des produits. Donc la page des produits, je l'avais appelée products.html. Donc vous voyez que cette fois-ci avec widget, je vais chercher un fichier HTML. Je valide, et il récupère bien l'élément HTML. Et si je regarde cet élément, effectivement, on a bien la page. Bon, les icônes et tout sont pas tout à fait pareils, pour la bonne raison, c'est parce qu'il y a une feuille de style qui n'est pas intégrée ici. Donc voilà un petit peu à quoi sert widget.
Donc ça, je vais le supprimer pour le moment. Alors, pourquoi je vous fais voir ces choses-là? Donc déjà, principalement, parce qu'on va utiliser ces choses-là dans ce tutoriel. Mais pas seulement. Je vous ai dit, dans la vidéo précédente, si on avait vu les boucles for et tout, c'est parce qu'on allait aussi manipuler la variable path. D'accord, notre variable d'environnement système. D'ailleurs, on va en apprendre un tout petit peu plus. Donc si je vais sur ordinateur, clic droit, propriété. Dans les paramètres système avancés, dans la variable d'environnement, dans les variables système, je vais regarder quelques options, dont path et pathExt, comme on peut le voir. Alors ici par contre je ne peux pas agrandir la fenêtre. Donc si je veux voir les éléments, je peux double-cliquer dessus et avoir l'ensemble de ce qui est inscrit à l'intérieur. Tout comme pour le path, pareil. Alors ici par contre je vais pas trop... je vais m'en servir pour les modifier ici parce que vous savez que quand on les modifie ici, on n'a pas besoin de redémarrer la session. Mais pour mieux les voir, on va les voir à travers le registre. Donc, on sait maintenant comment aller dans le registre. Limite, on a une ligne de commande derrière. Il suffit de taper regedit. Et ça va nous lancer le registre. Alors, où se trouve ce path et ce pathExt? En fait, où se trouvent toutes ces variables système? Et bah, ça se trouve dans HK Local Machine, dans System, dans Current Control Set. En fait, c'est les paramètres de contrôle courant actuels définis. On déplie et dedans, on va aller dans Contrôle. Dans Contrôle, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc on va descendre jusqu'à Session Manager, ici. Puis on va déplier Session Manager. Ensuite, on a la partie Environnement. Et c'est ici que nous allons trouver toutes ces variables d'environnement système. Donc vous voyez qu'on retrouve bien path et pathExt, plus les autres qui sont en dessous. Alors la toute première chose que je vais vous demander à faire, et pour tout le monde, c'est-à-dire m'envoyez pas des messages en me disant j'ai planté Windows et tout le reste, je vous préviens tout de suite. Vous prenez la clé environnement, vous faites un clic droit et vous exportez. Vous mettez bien la branche sélectionnée de cocher. Ne restez pas sur tout, sinon vous allez sauvegarder tout le registre. Bon, si vous faites tout, c'est pas très dramatique, seulement ça va durer un peu plus longtemps si vous sauvegardez tout votre registre. Donc ne prenez que la branche sélectionnée, ça suffira amplement. Ensuite, le nom du fichier, mettez ce que vous voulez. Par exemple, variable système. Voilà. Donc ceci m'a créé une sauvegarde sur le bureau. Donc quand on veut voir le bureau par exemple et qu'on a plein de fenêtres devant, la petite astuce c'est d'aller cliquer juste après l'heure, il y a un tout petit bouton et ça nous dit quand on passe dessus afficher le bureau. Et vous voyez que ça affiche le bureau. Donc ici, c'est enregistrer un fichier rug. On a déjà vu ceci dans les leçons précédentes. C'est un fichier qu'on peut lire. Il suffit de cliquer dessus et d'éditer avec Notepad pour voir son contenu. Et là, ça va m'emmerder avec ça. Bon, je vais lui dire de... En plus, il me sert à rien son truc. Bon, allez, j'ignore. On remarque quelque chose avec stupéfaction. C'est ici, path, notre variable path. Et quand on regarde, on voit déjà que ça commence par hex, pour dire hexadécimal. En d'autres termes, c'est du binaire. Et voilà comment est représenté tous nos chemins. En fait, là-dedans, tous ces chiffres,
correspondent bien à toutes ces valeurs qui sont là-dedans. D'accord? Par contre, path_ext, si on regarde, on voit bien les éléments en clair. Alors, je vous ai fait sauvegarder ceci. Surtout, ne touchez à rien dans ce fichier. Même pas un 0, même pas un chiffre, puisqu'on va manipuler des choses, et que si vous faites des erreurs, tout simplement, vous aurez juste à redouble-cliquer sur ce fichier pour restaurer les paramètres avant qu'on y touche. Et du coup, ça résoudra les problèmes. Surtout, n'éteignez pas l'ordinateur avant quoi que ce soit. D'accord? Si vous faites le test qu'on va faire là, faites le test, amusez-vous autant qu'on s'amusera pendant la formation. Mais surtout, si vous avez vidé le PAF ou les extensions du PAF, ne redémarrez pas votre ordi, puisqu'il redémarrera vraiment pas. Voilà, donc vous êtes prévenus, je vous l'aurais dit. Je vous ai un petit peu aussi averti dans la toute première vidéo, comme quoi des fois on touchera des trucs dangereux. Donc, pourquoi là c'est binaire, codé comme ça, et pourquoi là c'est écrit normal? D'ailleurs, plus loin on voit une autre variable PAF ici, qui elle aussi est binaire, hexadécimale. En fait, si on regarde PAF, on voit qu'elle est reg expand sz. Tout comme si on regardait l'autre là qui est bizarre, pareil, elle est reg expand sz. Donc ce type spécifique code en binaire, en hexadécimal, tous vos éléments. Bon, on le voit pas clairement, parce que si on regarde ici, on le voit écrit normalement. Si on regarde au niveau de notre système, tout ça, on voit écrit ça normalement. Mais bon, pensez que ce type-là est très particulier. D'ailleurs, il est particulier dans deux sens. Premièrement, on voit que c'est codé binaire. Bon, hexadécimal ou binaire, c'est comme vous voulez. De toute façon, l'hexadécimal, c'est le langage le plus proche du binaire. Parce que le binaire, on comprendrait rien, quoi. L'hexadécimal, c'est pas mieux, mais il y en a certains qui le comprennent, l'hexadécimal. Ce type aussi particulier, c'est si on regardait par exemple la com spect, ici on a un % système root %. Donc ça, on a déjà vu c'est quoi ces trucs-là. En fait, les expand, ces types particuliers, permettent de stocker des variables directement. D'ailleurs, on le voit à plusieurs endroits, par exemple, comme là, là, et même dans le PAF. Si on recherche dans le PAF, vous verrez qu'il y a des éléments qui vont être codés de cette façon. Hop là, si j'arrive à... Hop, essayer d'agrandir. Là, je pense que ça sera pas assez suffisant pour le voir. C'est parce qu'il y a beaucoup de trucs PHP avant, mais vous devez le voir certainement, hein, parce que moi j'ai mis du PHP. Si je double-clique dessus, je sais pas si je vais les voir. Mais tout ce qui est Windows, logiquement, vous allez trouver un petit peu ces variables-là. Bon là, c'est parce que voilà, il me les affichera pas, mais ils y sont. Je vous rassure, elles y sont. Bon, c'est pas grave, j'arriverai pas à vous le faire voir. Donc en gros, ces types particuliers nous permettent de stocker des variables. Donc c'est déjà très intéressant. Après, il y a ce path_ext. Donc principalement, le cours d'aujourd'hui va beaucoup se pencher sur path_ext et le path, plus les utilitaires qu'on a vus par derrière. Donc ce fichier, comme je vous ai dit, on n'y touche pas. Donc je vais le fermer. Et je le laisse de côté pour la prochaine fois. Alors, c'est quoi ce path_ext? À quoi il sert en fait? Bon, path, ça veut dire le chemin, ext pour extension. En même temps, c'est pas très dur à deviner. Il suffit de voir les points quelque chose
pour s'en rendre compte. Vous voyez depuis le début, souvent quand je tape des commandes, certaines, pas mal d'ailleurs pour dire, je tape pas l'extension. Et malgré cela, l'élément se lance. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait du zip, ou du unzip, ou du widget. J'ai pas dit exe derrière, et pourtant, ça a fonctionné. Tout comme nos éléments bat, on pouvait les lancer sans préciser bat. C'est grâce à cette variable qui reconnaît ces éléments. Une chose à comprendre dans cette variable, c'est l'ordre dans lequel les extensions ont été placées. On voit bien que la première, c'est .com, ensuite c'est .exe, après c'est .bat, après c'est cmd. Donc, ce qu'on va comprendre ici, c'est quelle est l'importance de cet ordre, finalement. Donc là, je vais valider OK, sans rien changer. Le registre, je vais seulement le réduire, mais on va le laisser proche de nous. Et je vais m'amuser. Par exemple, j'ai téléchargé test, mais il contient rien. Bon, je vais regarder dans mon dossier web, histoire de récupérer 2-3 programmes. Alors si vous voulez récupérer des programmes, plus simple, on va sur le site de distribution, on va reprendre nos programmes sur les boucles. Donc je vais prendre le zip comme j'ai fait tout à l'heure. Vu que je l'ai fait tout à l'heure, tout ce que j'ai à faire c'est aller le rechercher. Donc je vais rechercher mon boucle zip avec widget, puisqu'on a l'habitude maintenant. Hop, il me l'a récupéré. Et puis comme j'ai envie de l'extraire, on sait comment on fait. Unzip et le nom de ce qu'on vient de télécharger. Et voilà, je suis content, je l'ai extrait. Donc, comme je l'ai extrait, vu que le zip il me sert à rien et que j'ai oublié de mettre le et delete, c'est pas grave, je vais écrire del et je supprime le boucle. Et là, faire attention parce qu'il me dit boucle bat. Donc, j'enlève bien bat et j'écris zip. Moi, ce que je veux supprimer, c'est le fichier zip. Donc, pourquoi il m'a écrit boucle bat? Il suffit de faire un dir, puisque quand on a extrait boucle zip, comme il n'y avait pas de dossier à l'intérieur, ils étaient directement là, les fichiers. Donc en fait, ils sont directement présents devant nous. Ouais, là, ça va pas trop le faire. Mais bon, c'est pas grave, on va utiliser ce qu'on a déjà vu préalablement. Donc ici, par contre, le fichier temps.bat, lui, on n'en aura pas besoin. On va garder principalement le boucle. Donc je vais aller supprimer le temps.bat. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est... je sais plus ce que je disais, 2 secondes. Oui, qu'on allait utiliser quelque chose qu'on avait déjà. Donc je vais prendre mon programme pour faire un exécutable. Donc hop, c'était Advanced Bat to Exe Converter. Donc ici je vais venir ouvrir le fichier. Donc le fichier boucle qu'on vient de télécharger sur notre bureau. Et bon, je vais pas trop faire de fioritures là-dedans, tout ce que je veux c'est en faire un exécutable. Donc file, build exe, et je vais l'appeler boucle, et il me mettra l'extension exe. Donc ici, c'est ce que je vous disais, on pourrait mettre plein de trucs. Le but c'est pas de voir tous ces trucs là, on a déjà vu. Voilà, moi ce que je veux, c'est ce qu'il vient de me faire. C'est-à-dire que si je regarde sur mon bureau, toujours avec dir, j'ai bien boucle bat, boucle exe. Tous les deux s'appellent pareil, et tous les deux sont au même endroit, c'est-à-dire sur mon bureau. Si j'appelle boucle, tout seul, sans préciser l'extension, et que je valide. Donc on voit que le programme se lance, sans problème on va dire, qui fait ce qu'il avait à faire logiquement. D'accord? Donc je valide pour qu'il continue jusqu'au bout. Et là, on pourrait se poser la question, mais lequel qui s'est lancé? Est-ce que c'est le boucle bat qui vient de se lancer?
ou est-ce que c'est l'autre? Pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est que l'exé, on peut plus le modifier puisqu'on vient d'en faire un exécutable. Par contre, le boucle bat, lui, on peut le modifier. Donc je vais prendre boucle bat et je vais aller l'éditer avec Notepad. Et là, ce que je vais faire, c'est juste garder... je vais garder tout. Seulement, je vais juste modifier le nom, ici. Ou voire même la couleur. On a vu précédemment dans le chapitre qu'on pouvait jouer avec les couleurs. Et on va écrire color. Voilà. Et comme je sais pas trop la couleur que je veux mettre, je vais simplement taper dans la console. Color help. Color slash point d'interrogation. Pour voir de quelle couleur je vais la mettre. Donc je vais mettre un fond blanc. Et on va écrire ça en... Allez, en rose. Donc ça fera FD. Donc ici je vais écrire color FD. Et j'enregistre. Ainsi ici, si je viens lancer boucle bat, je précise bien bat exprès, on voit notre programme qui se lance sous le fond coloré qu'on a demandé. Hop. Et je remets un terminal, puisque avec l'exit, il a quitté. Donc c'est vrai que pour éviter qu'il quitte, j'aurais pu enlever l'exit. Bon, c'est pas très grave. Le principe est là. C'est-à-dire que si j'appelle boucle, il m'a sorti du bureau, c'est vrai. Donc si j'appelle boucle, tout seul, on va rien qu'avec les couleurs savoir lequel va se lancer. Donc je l'appelle, et là on voit que ça reste de la couleur normale. Donc si ça reste de la couleur normale, ça veut dire qu'il n'a pas appelé le boucle bat, déjà. Donc il a bien utilisé l'exécutable. Grâce à quoi il a reconnu que c'était l'exécutable qui devait lancer et non pas le bat. Et bien justement, c'est là qu'on l'a vu, dans les paramètres avancés, dans les variables d'environnement, dans le path ext, on voit que exe, ici, se trouve avant bat. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai tapé boucle, il a automatiquement cherché une extension. La première qu'il a cherché, c'était en .com. Mais comme il n'a pas trouvé, il a cherché l'extension suivante, .exe. Et comme sur mon bureau, il y avait bien un boucle.exe, et tout simplement, il n'a pas été chercher plus loin, il a exécuté le boucle exe. Mais si je modifie ici, si je disais que le .bat, donc faut faire attention parce que il y a le point virgule qui dit que c'est la fin d'un élément, et faut bien penser à prendre le point. Donc je vais couper .bat que je vais mettre devant exe, juste après .com. Surtout, respectez bien comme c'est écrit, avec le point virgule, le point avant, bref. Donc je valide par OK. Le fait de le modifier ici, on sait très bien que c'est tout de suite pris en considération. Pour en être sûr, je vais rappeler boucle tout seul et on va voir. Donc c'est vrai que si je le fais de là, comme j'ai pas redémarré la commande, elle va pas s'en rendre compte. Donc pour ce faire, je vais redémarrer la commande mais directement sur le bureau avec le raccourci qu'on connaît. Donc exécuter, non, c'est ouvrir une invite de commande ici, parce que j'ai dû sélectionner un fichier, voilà. Donc j'appelle boucle, sans extension, bien entendu, et vous voyez que maintenant, c'est le fichier blanc et rose, donc on comprend que c'est le bat, le fichier bat qui vient de se lancer. Donc voilà pourquoi on ne précise pas des extensions quand il s'agit de bat ou d'exécutable. Maintenant, rien ne nous empêche, puisque on sait que là, à l'heure actuelle, c'est le bat qui passe avant l'exé.
Mais si j'étais dans ma ligne de commande et que je demandais boucle, mais que je précise bien exe, il n'y a pas de problème, il lancera bien le boucle exe comme il devait le faire normalement. Bon, l'avantage, c'est que quand c'est bien organisé, on n'a pas besoin de préciser l'extension, comme on s'en rend compte. Donc je vais remettre les variables comme elles étaient. Alors soit je peux me prendre la tête à faire ça, ou soit je double-clique sur mon fichier de variables d'environnement. Seulement, ça se prendra pas en considération tout de suite, donc malheureusement je vais le modifier à la main. Hop. Et surtout, hein, on fait bien attention quand on déplace ces éléments là. Donc je coupe, et je mets bien le bat après exe. Voilà. Et je valide. Et je dis OK. Et pour m'assurer que j'ai pas fait de bêtises, je ferme la console. J'en rouvre une. Je rappelle boucle sans extension. Et logiquement, ça doit être l'exécutable qui se lance en premier. Donc ça doit rester en vert comme on l'a vu. Donc c'est parfait. On n'a pas fait de bêtises à ce niveau-là. Donc, d'une part, on vient de comprendre à quoi sert l'environnement, la variable d'environnement pathExt. D'ailleurs, on peut l'afficher, hein. pathExt. Echo, pathExt, tout entre %. Et on voit bien qu'elle nous liste les éléments comme ils sont présents. Bon, maintenant, on va s'attaquer à l'autre. C'est-à-dire la variable path. Alors, à quoi elle sert cette variable path maintenant? Bah, pour s'en rendre compte, quand on appelle regedit, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, j'ai appelé regedit depuis la ligne de commande. Et il m'a ouvert l'éditeur de registre, alors que pourtant, si on regarde bien, je suis sur le bureau. Et on est bien d'accord que sur le bureau, il n'y a pas de regedit.exe ou regedit.bat ou regedit.com, bref, regedit. Une extension qui est là-dedans. Non, et il a trouvé quand même. Alors, comment mon ordinateur a pu deviner où se trouvait regedit? Pour cela, on va faire un echo $, %, path, %. Afficher la variable path. Et si on regarde la variable path, tout comme la variable pathExt, chaque élément est séparé par un point-virgule. Donc ici, j'ai un chemin qui m'amène vers un espèce d'élément PHP sur mon lecteur S, un autre qui m'amène sur PHP mais cette fois-ci sur le lecteur C, même chose pour un autre ici, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils sont là parce qu'ils me servent à rien, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, si on s'occupe pas des trucs PHP que j'ai, parce que vous ne les aurez pas, vous ne les avez pas, d'ailleurs je vais les enlever pour pas qu'ils nous perturbent. Je vais prendre la variable path, hop, et je vais enlever toutes ces parties. Et voir même ça, il y a une partie là qui va me servir à rien. Voilà. Ainsi je vais refaire un écho, mais pour ça, il va falloir que je ferme la commande. Hop. Echo, %, path, %. Voilà. Donc, le premier élément que je vois est CWindows. Ensuite, c'est CWindows System 32. Ensuite, CWindows System 32 ou WBEM. CWindows System 32 Windows PowerShell-V1.0.
c'est programme file Acronis parce que ça c'est un programme particulier, et c'est programme file QuickTime, bon bah c'est parce que c'est QuickTime. Bon, principalement, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le C-Window, déjà, et le C-Window System 32. Principalement, c'est ces deux-là sur lesquels on va s'attarder. Qu'est-ce qu'il y a à ces endroits-là? Allons y faire un petit tour. Donc je vais dans le disque dur C, et je vais dans le dossier Windows. Donc là on est dans C-Window. Puis je vais regarder. Et ici on voit regedit.exe. Rappelez-vous, pour les extensions, comment ça a fonctionné? C'est-à-dire que l'ordinateur regarde dans les chemins qu'il connaît, c'est pour ça que c'est PAF, si il va trouver ce que je lui tape ici. Reg edit. On est bien d'accord, quand je tape regedit, à l'endroit où je suis sur le bureau, il n'y a pas de regedit. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Et je ne précise pas l'extension, comme vous le voyez. Et malgré tout, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, dans le PAF, il va regarder dans le premier dossier qu'il voit, c'est-à-dire C-Window, donc là où on se trouve. Et dans C-Window, il va chercher un regedit. Et il va trouver regedit. Ensuite, il va regarder dans PAF-ext si il a bien l'extension exe. Et comme c'est le cas pour les deux éléments, c'est-à-dire que regedit existe bien, il est bien dans un chemin connu du système, et l'extension qu'il porte est elle aussi connue du système. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de mal à trouver regedit. Pourquoi je vous explique ça? Vous allez voir. Donc ça, je vais laisser en bas pour le moment. Donc ces deux éléments là, j'en ai plus besoin. Et je vais prendre mes widgets, unzip, zip, et je vais les mettre dans un dossier. Je vais appeler ça utils, pour des utilitaires en quelque sorte. Après vous appelez ça comme vous voulez. Donc je les mets dedans. Et j'ai envie, comme tout à l'heure, de recompresser mon dossier test. Donc, pas compliqué, on l'a vu comment on faisait. On prend la ligne de commande, on est bien sur le bureau, et puis bah pour compresser, on utilise zip. Avec l'option R pour récursif, M pour move, ensuite le nom qu'on veut donner, donc archive.zip, et qu'est-ce qu'on veut compresser? Bah, moi je veux compresser test. Test, il n'y a pas de problème, il est sur le bureau. Et si je valide, qu'est-ce qui va se passer? Bah on va me dire que zip n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Donc, tout ce charabia est là pour vous dire que, en fait, il a regardé dans PAF, là, et il a regardé, premièrement, bah, déjà il a regardé sur le bureau, hein, là où il se trouve. Et là où il se trouve, est-ce qu'il y a un zip qui existe? Bah, et il a dit non, il n'y en a pas. Après, il a été voir dans C-Window. Et bah, il a fait le tour de C-Window, et il n'a pas trouvé. Attention, quand je dis il fait le tour de C-Window, ça veut dire que C-Window. Ça veut pas dire dans les dossiers de Windows, hein, c'est juste C-Window. Il a fait le tour, il n'a pas trouvé. Ensuite, il a regardé dans C-Window System 32. Donc, il a regardé tous les fichiers là-dedans, il n'a pas trouvé de zip. Ensuite, il a été voir là-bas, il n'a pas trouvé de zip, et ainsi de suite. Donc, il n'a même pas cherché la PAF-ext, puisque tant qu'il n'a déjà pas trouvé le nom, c'est pas la peine qu'il regarde après l'extension. Du coup, voilà pourquoi il nous dit qu'il l'a pas trouvé. Pourtant, il n'est pas très loin, il est juste dans utils. En fait, ma commande fonctionne. Il suffit que je me mette dans utils. Si je me mets dans utils et que je retape exactement la même commande, bah on va voir que ça va fonctionner. Presque. Pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas parce que
quand je demande zip, certes, là, il n'a pas dit qu'il connaissait pas le programme, donc il a bien trouvé zip. Par contre, ce qu'il connaît pas, c'est test. Parce que dans utils, il n'y a pas test. Bon, ça, c'est qu'un petit chipotage. On pourrait lui dire, bon bah attends, test, il se trouve sur le bureau. Donc par rapport à zip, où est-ce qu'il est? Bah, un cran en arrière. Voilà. C'est vrai que c'est Windows, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc si je fais ça, bah, il n'y a pas de souci, il le trouve. Ainsi, j'ai bien mon archive qui est là, et test qui était dedans. D'accord. Donc même chose, si je voudrais le décompresser. Alors on l'a déjà vu. Unzip, ensuite le nom du fichier à décompresser, archive. Seulement, quand je le mets comme ça, bien sûr, la décompression se fait dans le dossier. Donc si on regarde bien, j'ai test qui contient les éléments. Hop. Du coup, j'enlève mon archive zip à la main directement. Donc vous vous rendez compte que si on veut utiliser les utilitaires un peu n'importe où, comme on pourrait le faire pour regedit, ou comme on le fait pour dir, comme on le fait pour cd, ou tous ces trucs là qu'on utilise habituellement dans la ligne de commande, eh ben il faudrait qu'on arrive à les mettre dans le PAF. Donc c'est pas très compliqué. Je vais prendre mon utils. Je vais aller chercher l'adresse. Donc soit c'est user tutorial desktop utils. Je vais copier cette adresse. Puis, en passant par les propriétés système avancées dans les variables d'environnement, au niveau du PAF, à la fin, tout à la fin, je vais ajouter un point virgule. Puis, je vais venir y coller le chemin que j'ai copié précédemment. Soit c'est user, le nom en ce moment, desktop utils. Je valide par OK. Et encore une fois par OK, et ça je le laisse temporairement de côté. Ainsi maintenant, utils fait partie du PAF. Ça veut dire que j'ai plus besoin d'être utils pour utiliser mes commandes. En d'autres termes, si ici j'ai envie de compresser test, alors que je suis sur le bureau, j'utilise zip, l'archive que je veux créer à l'endroit où je veux la créer, et le dossier en question qui doit être compressé. D'accord? Si je valide, on me dit zip pas connu. Bon, ça c'est normal, parce que faut que je ferme la commande et que je la rouvre. Zip r m archive. Bah, depuis le début je l'appelle archive, hein, mais on peut l'appeler toto.zip. Hein. C'est peu importe quoi. Et ce que je veux compresser, c'est le test. Donc, là tout à l'heure quand on faisait ça, on avait une belle erreur. Et bah maintenant, ça fonctionne. Et pas que zip. C'est-à-dire que même si on utilise unzip, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera aussi bien. Hop, et je supprime del toto.zip. Voilà. Et on voit bien que toute l'opération s'est passée correctement. De même que si on utilisait wget pour aller chercher un fichier sur internet, pas de problème, ça fonctionnerait. Bon, par contre c'est pas pratique de le laisser là. Parce que, imaginez, je sais pas, du jour au lendemain vous voulez ranger votre ordinateur et puis vous avez envie de le mettre là-dedans. Et qu'à nouveau vous voulez retaper vos commandes. Que je veux recompresser test. Et bah voilà, comme zip n'est plus dans le PAF, pourtant j'ai même pas fermé la commande, bah tout de suite ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus tout simplement parce que il le trouve plus.
et il le trouve plus, bah on sait pourquoi. D'accord? Parce que si je le remets à sa place, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Donc voilà, vous venez de comprendre deux variables essentielles du système, qui est path et qui est pathExt pour l'extension. J'actualise, comme ça il prend en considération les changements que j'ai apportés. N'oubliez pas, j'ai fait une sauvegarde du fichier rug au préalable, au cas où vous faites des bêtises avec ça. Vous comprenez que si vous faites des bêtises avec ça, plus rien ne va fonctionner. Limite, même l'explorateur ne démarrera plus, puisque il saura plus tout simplement où il est, ou il connaîtra plus l'extension, parce que vous aurez fait des bêtises avec le XE dans les extensions. Et ça va très très vite à faire ces bêtises. D'ailleurs, on peut en faire une expérience. Pour qu'il le prenne en considération tout de suite, je vais modifier les variables d'environnement. Je vais aller chercher dans les extensions, et disons que je vais virer EXE. Voilà, donc je garde bien les bonnes syntaxes, j'ai juste fait partir l'exé. Je dis OK. Ici, je vais éviter de fermer la fenêtre. Bon, malgré que j'ai ça, mais je serai obligé de fermer la session sinon. Et pour qu'on s'en rende compte, alors je vais tenter le diable, hein. Je vais couper l'Explorer, je vais lui demander de le relancer, en espérant que cette fenêtre va rester là. Donc je démarre le gestionnaire des tâches, on l'a déjà vu comment on coupe un processus, je vais sur Explorer, et je l'arrête. Voilà, donc je suis content, ma fenêtre est encore là. Parce que vous voyez que mon icône, hein, derrière de registre, elle n'est plus là, elle. Et ma ligne de commande, c'est pareil. Et n'oubliez pas que j'ai enlevé l'exé. Et la ligne de commande, elle est où? Bah elle est dans c'est Windows System 32. Et comment il s'appelle? cmd.exe. Et ouais, donc, voyons voir. Ah oui, il est là en plus. Donc qu'en est-il maintenant si je veux redémarrer mon Explorer? Bon là j'ai eu du bol. C'est parce qu'il a dû l'enregistrer autre part ou j'ai pas dû faire un truc. Mais logiquement, il aurait pas dû redémarrer. Bon, tant mieux qu'il redémarre, ça évite des problèmes. Mais bon, c'est un peu étrange. Je vais voir si je ferme le gestionnaire des fenêtres du bureau. Donc ça va couper normalement plusieurs processus. Alors, c'était pas lui. C'est lequel? Bah, tant pis. Il me semblait que c'était lui. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est le truc à pas faire, quoi. Même si on l'a pas vu, je vous l'ai pas démontré clairement, là, sur ce coup-là. Il vaut mieux éviter de faire ça. Je vais essayer avec la commande. Savoir comment ça va réagir. Bon, il n'y a pas de souci non plus. Enfin bref. Comme je vous le dis, c'est vraiment à pas faire, ce que je fais là. Mais si j'aime bien faire des tests. Donc je vais bien remettre exé, et exé, je le mets bien surtout avant bat. Comme c'était au départ. Ok, et ok. Voilà. Tatati, ouais, boucle, il le connaît plus, mais c'est normal, je l'ai enlevé. Bon, on sait utiliser le path. Ah, on sait à quoi va servir le path. On a des petits utilitaires. Il y a un serveur de distribution. On a une commande qui permet de récupérer des éléments depuis les sites. On a l'utilitaire qui permet de décompresser les archives qu'on peut récupérer. Et le tout, il faudrait qu'on arrive à se créer une sorte de programme qui va mettre en place tout ceci.
Faut penser qu'au début, l'utilisateur n'a pas ces programmes-là dans son ordinateur. Et il serait cool qu'il les ait. Parce que vous vous rendez compte à quel point ça peut être pratique. Surtout le widget. Hein. Je peux vous dire, une fois que vous y goûtez au widget, c'est très cool, vous récupérez un peu de tout et n'importe quoi sur internet. Pour peu que ce soit pas en HTTPS, bien entendu. Mais quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est vraiment de tout. D'ailleurs, à ce sujet, Facebook a fait ses succès avec ce programme-là, hein, pour avoir récupéré des photos sur plein d'universités, pour créer un petit peu une base de données des photos de personnes, grâce au widget. Et c'est utilisé dans beaucoup d'autres domaines aussi, dont Linux, comme je vous ai parlé. Donc c'est pas à négliger ce petit programme. Bon, ce qui serait bien, c'est que, imaginez un jour vous créez un programme, et ce programme doit se mettre à jour. Alors vous pouvez créer tout un ensemble d'éléments dans votre programme qui va se connecter à un serveur à distance, qui va vérifier le fichier de version de mise à jour, et puis que s'il voit que la version n'est pas la même, il va proposer un téléchargement directement, mais ce téléchargement va être géré dans le programme, ou voire dans un truc à côté du programme. Mais imaginez que vous voulez le faire sans créer un programme compliqué en Visual Basic ou en C, C++, bref. Vous voulez faire un petit utilitaire qui télécharge votre version de mise à jour assez simplement en fait. Et on aimerait bien aussi protéger un peu le programme. En d'autres termes, on va lui donner une version, premièrement, pour s'amuser à faire une mise à jour quand il y en aura besoin, et on va lui donner une clé, par exemple, tout à fait bidon, hein, mais ce sera juste pour l'exemple, on va dire, et en plus, on va lui donner, on pourrait jouer avec le temps, mais le problème c'est qu'avec le temps, on tourne une vidéo, et bon, le temps que ça arrive à ce moment-là, c'est un peu long. Donc on va utiliser autre chose, à la place un compteur d'exécution. On va dire que, ok, t'as le droit d'utiliser le programme, mais 3 fois. Au bout de la 3e fois, le programme, il pourra plus fonctionner. Alors, pour faire tout ça, est-ce qu'on va y arriver dans l'heure qui reste? J'en sais rien, peut-être que ça se fera sur 2 vidéos, mais le tout, il va falloir qu'on pense un petit peu avant de se lancer là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir besoin et comment on va pouvoir mettre les choses en place. Donc c'est un petit peu la partie réflexion, l'analyse en quelque sorte. Donc pour cela, on va ouvrir un fichier texte dans lequel on va un petit peu décrire les étapes qu'on voudrait réaliser. Donc premièrement, il faut penser que l'utilisateur, dans tous les cas, il va devoir aller chercher le programme sur internet. Donc dans un premier temps, récupérer le programme depuis le web. Alors je mets des commentaires, mais c'est pas la peine, on n'est pas en programmation, c'est un simple fichier texte. Voilà. Donc le fameux programme qui va récupérer. Alors dans ce programme, bien sûr, ça sera tout un setup, tout un installeur, et dans cet installeur, on va en profiter pour y loger quelques programmes, dont nos utilitaires principalement. Alors, dans le programme, y mettre nos utilitaires. On peut préciser qu'on mettra zip,
unzip wget bzip2.dll, bien entendu. Donc les autres je précise pas, mais c'est des exe. Et ceci, bah, il faudra les placer dans un dossier qui sera répertorié par le PAF. Comme ça, par la suite, on peut y accéder quand on veut. Le programme sera une sorte de jeu. Disons que pour apprendre encore quelques notions, on va faire de l'aléatoire. Et dans cet aléatoire, bon, on pourrait faire une mini sorte de loto. Donc un mini loto. Alors, le mini loto maintenant. Donc comment il va être un petit peu composé ce mini loto? Bon, bah il faut savoir qu'au loto, logiquement, on a une grille avec un certain nombre de cases, 49 il me semble, et le but c'est de cocher quelques cases. 5 ou 6 il me semble, et après derrière il y a un tirage. Et si on a tous les numéros, on a gagné le jackpot. Bon là on va pas vraiment faire un loto, hein, on se rend bien compte. Le principe c'est que c'est un mini loto. Le but, le but c'est de trouver 3 nombres compris entre est-ce qu'on pourrait avoir 0? Je suis pas sûr, mais bon, on va le prendre. Allez, on va dire entre 0 et 10, pour faire assez simple. Le but, c'est, voilà, l'utilisateur va, dans un premier temps, on lui posera la question, quel nombre il veut, il va peut-être dire 5, puis après on va lui demander un deuxième nombre, il va peut-être dire 2, et puis on va lui demander un troisième nombre, il dira peut-être 8, par exemple. Et ensuite, on procède au tirage. On va tirer 3 chiffres au hasard, et on comparera les 3 chiffres tirés par rapport aux 3 chiffres donnés. Et si il trouve un chiffre, bon, on peut dire qu'il a gagné, je sais pas, 10 points. S'il trouve 2 chiffres, on dira qu'il aura gagné 50 points. Et s'il trouve les 3 chiffres, il a gagné 100 points. Voilà. Donc on va voir ça, déjà. Donc, au début, demander 3 nombres, 3 chiffres, parce qu'on peut dire des chiffres vu que ça va être compris entre 0 et 10, mais bon. On va dire 3 nombres aux joueurs. 3 nombres qu'on va bien préciser, compris entre 0 et 10. Ensuite, on procède au tirage. Puis, on compare les nombres du tirage avec
ceux du joueur. Si le joueur trouve aucun numéro, il a perdu. Pour un, on va faire comme ça, pour un numéro, il gagne 10 points, j'ai dit. Pour 2 numéros, il gagne 50 points. Pour les 3 numéros, il gagne 100 points. Ça, on peut dire c'est le maximum. En d'autres termes, il a gagné, quoi. Bon, ça c'est un peu le principe du jeu. Après, bon, on va voir, soit on procède, comment dire, à plusieurs fois, on peut lui proposer de retirer, de rejouer plusieurs fois. Le tout, c'est d'arriver par exemple à un nombre de points comme 1000 points, par exemple. Bon, ça on verra, hein, ça sera peut-être une amélioration qu'on fera au fur et à mesure du temps. Le début, ce sera au moins déjà de lui faire ça. Bien entendu, pour personnaliser le jeu, on enregistrera enregistrera pour personnaliser le jeu, on sauvegardera son résultat et son nom. Ensuite, donc protection du jeu. Alors, une clé pour déverrouiller le programme. Bon, ça peut être une clé, un mot de passe, on verra bien ce qu'on y mettra. On va dire que le jeu en version d'essai propose 3 lancements et sans sauvegarde. Et puis bien sûr, s'il déverrouille le jeu, dans ces cas-là, il pourra enregistrer ses scores et essayer d'atteindre le score de 1000 points, comme on pourra dire, si on part dans cette optique-là. Voilà. Donc on a la récupération du programme. Donc ici, bon, on peut déjà un petit peu connaître le nom du programme maintenant. Il va s'appeler Loto. Ensuite, dans le programme, ils mettent nos utilitaires. Bon bah ça on le verra. Avec le PAF, ça aussi. Le programme sera, bon bah ça, c'est le descriptif de tout ce qui est notre programme. Et bon bah je pense que là ça a l'air d'aller. Alors faut voir qu'au début, l'utilisateur va recevoir un programme, on va dire spécial. Puisque ce programme, vu qu'il va être verrouillé et qu'on va lui donner un exécutable, en cours de route on peut pas trop modifier l'exécutable.
Bon, on peut bien sûr mettre une protection dans l'exécutable qui fait que si on envoie une valeur dans le registre par exemple, que le programme il va chercher cette valeur, s'il la trouve, dans ces cas-là il se débloque tout seul. Mais pour qu'on puisse utiliser les éléments qu'on est en train de placer dans le jeu, bah, au moment où il va aller chercher le jeu, pour que ce soit plus cool, on aura le loto exe, on va dire version essai, et on aura un autre loto exe qui lui sera en version finale, celui qui sera complètement opérationnel. Donc il y aura deux jeux en fait. Le but c'est que quand il va rentrer la clé, en quelque sorte, bah automatiquement, il va y avoir un wget qui va aller chercher le nouveau jeu et qui va aller le remplacer par l'ancien. Ainsi on va supprimer l'ancien et on va mettre le nouveau. Ça aura le même nom, ça ne changera pas les raccourcis ni rien de tout ça que l'installeur va faire à notre place au début, d'accord? Et l'utilisateur lui verra pas grand chose de ce qui va se passer. Donc je pense que là on est plutôt bon. Alors on va enregistrer cette petite note. On peut appeler ça cahier des charges. Pour faire un peu plus pro. Et on va devoir s'en contenter de ce cahier des charges. Donc dans un premier temps, on va réaliser un petit loto. Hein, mais là, on va pas se prendre trop la tête sur le loto. Parce que le jeu, on va le développer vraiment au fur et à mesure des vidéos, parce que ça va prendre un peu plus de temps forcément. Le but, c'est d'essayer de mettre en pratique, on va dire, assez rapidement, les notions qu'on a vues, c'est-à-dire de faire un exécutable avec un installeur, y intégrer ces éléments à l'intérieur, faire joujou avec le PAF, et dans le jeu, dès le début, ce sera pas vraiment un jeu, il y aura une sorte de protection, et on donnera une clé comme ça, vite fait, pour faire sauter la protection, et pour que tout de suite, on utilise un petit peu les utilitaires qu'on a mis. Ainsi, si toute cette partie fonctionne, alors on pourra s'attaquer réellement au développement du jeu, en version d'essai, et en version finale. De toute façon, il n'y aura pas grand chose qui va changer dans la version finale, si c'est que l'enregistrement des scores ou autre, mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu le principe de ce que je veux vous dire. De toute façon, on aura bien le temps de voir lors du développement. Et puis ça me permettra de mettre un petit peu en pratique, comme je dis, un petit peu tout ce qu'on a vu, quoi. Bon, bien sûr, il y a encore plein de choses qu'on verra, hein. On n'a pas encore tout vu, mais ça sera déjà bien. Alors, pour le jeu, donc bah on est parti. Donc je suis bien en DOS Windows, EEM, français, comme ça je peux jouer avec les accents. Donc @echo off, un title, jeu du loto, un echo, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, des dièses. Moi je vais essayer de le faire assez grand. Après ça dépend de la console que l'utilisateur va avoir, parce que ça risquerait de s'afficher sur plusieurs lignes. Alors d'habitude j'en mets 3, là j'en mets un peu plus. C'est parce que je vais rendre un petit peu de choses un peu plus fun, on va essayer. Donc après vu que je vais écrire, hop. J'aurais dû faire pareil, bon c'est pas grave, je vais me concentrer sur la partie où il y a le texte. Donc jeu du loto. Hop là, CTRL Y. Donc tu reviens là. Jeu du loto.
créé par une xver. Et on pourrait aussi mettre peut-être la date. Bon, on va juste se contenter de ça. Donc on va essayer de centrer un petit peu tout ça. Ok, ça me paraît plutôt bien. Donc là on a combien d'étoiles? Bon, pour pas me prendre la tête, hop, on va copier. On colle, comme ça on est sûr d'avoir le même nombre d'étoiles. Enfin d'étoiles. Les dièses, comme on voit. Bon là ça va faire un peu grand. Alors je vais réduire un petit peu. Histoire d'essayer de centrer un petit peu ça. Et ce qui est en trop, on va l'enlever. Bon déjà il y a une ligne en trop. Écho point. Écho point. Écho. Donc bienvenue dans le jeu du loto. Merci d'entrer la clé du programme. Écho point. Écho. Avant définir une variable, set qui égale, et ici et set slash p qui égale entrer la clé, deux points, et là on attendra la saisie de l'utilisateur. Ensuite ici l'utilisateur aura rentré sa clé, donc on pourra comparer la clé. Alors temporairement on va la coder en dur, la clé. Donc on va définir une variable set qui prog, qui va valoir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Super, je connais mon alphabet. Ego. Donc là, il va falloir comparer les deux clés. Donc si qui equal est équivalent, alors on pourrait faire du comme là je fais EQ pour equal, ou du égal égal, on peut le faire aussi, qui prog. Donc si ça c'est bon, on fera un goto prog ok, et si ça sera pas bon,
Donc c'est un else, sinon goto prog KO. Donc on va créer la section prog OK et la section prog KO. Côté prog OK, echo. Donc il me faudra un point pour être sûr d'avoir un peu de marge. Echo programme dv rouillé. Echo point echo point et une pause. Une fois qu'il aura appuyé sur pause, on fera exit pour le moment. Donc je vais recopier cette partie. Programme bloqué. Et voilà. Donc on enregistre ça en BAT. Donc déjà on va lui donner son nom, l'auto. Et on le lance, on va voir ce que ça peut donner. Donc bienvenue dans le jeu de l'auto, merci d'entrer la clé. Donc imagine que l'entrée, l'utilisateur essaie d'en rentrer rien. Alors else n'est pas reconnu. OK. Et il m'a dit programme déverrouillé. Pour le else, normalement c'est possible de faire un else. Seulement c'est la syntaxe. Comment je l'ai écrit, ça doit pas être bon. Alors déjà c'est pas qui, mais c'est la variable qui, et c'est la variable qui prog qu'on va tester. Ensuite il me semble qu'il faut mettre des parenthèses. Je suis plus trop sûr, mais je crois bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, quand on fait un peu trop de langage de programmation dans tous les sens, après on sait plus comment ça marche. On va voir ça. Donc j'entre une clé, n'importe quoi. Ah, j'ai eu un résultat inattendu. Après c'est vrai que normalement c'est une chaîne de caractères. Donc on va protéger ça par une chaîne de caractères. Ok, toujours le problème du else. Bon, au pire, le else, on peut faire autrement. On va dire que si ça c'est bon, il ira là. Et si qui est différent, donc c'est not equal, donc neck. D'ailleurs pour equal c'est EQU. Tout à l'heure j'ai dit EQ mais c'est EQU. De qui prog. Alors go to prog KO. Hop. Voilà, donc là ça a l'air de marcher puisqu'il me dit programme bloqué. Si je vais lui rentrer la bonne valeur, donc je vais copier tout simplement. Il me dit programme déverrouillé.
Donc merveilleux. Si je fais juste une petite erreur exprès, programme bloqué. Donc on a réussi à rentrer notre clé de programme. Donc là on a déjà le programme, on va dire, on va le développer par la suite, faut pas s'inquiéter de ça. Mais le but c'est déjà d'avoir l'ensemble de l'élément. Alors, il va nous falloir une icône. Donc, déjà un petit coup de Google Images. On va chercher, je sais pas moi, l'auto. Alors ce qu'il trouve. Et quel qu'on va prendre. Allez, les petites boules là, ils me plaisent. On va prendre ces boules. On va les enregistrer au format GIF. Ok. Donc ici j'ai pas mis les raccourcis. Bon, c'est pas grave. Donc on y va. Bah, le site, il me semble que c'est Favicon pour avoir une icône. On va taper là-haut. Favicon. Favicon Ico Generator. On va pouvoir prendre ça. On va importer une image. Donc c'est vrai qu'en même temps, là on n'est pas sur le web. Donc je vais plutôt utiliser ce que j'avais utilisé avant, c'est-à-dire GIF to ICO, convertisseur ICO en ligne. On va chercher notre GIF. On peut s'éclater avec toutes les tailles en 32 bits et on convertit. Voilà. Donc l'image, il me l'a téléchargée dans téléchargement. On va mettre sur le bureau. Et ça, on va l'appeler l'auto. Voilà, donc on va concevoir, on va dire, l'installeur. Donc déjà, je vais en faire un exe de lui. Donc pour ça, Advanced Bato exe. On ouvre notre fichier l'auto. Ensuite, on passe au build. Le nom, l'auto. Hop là, c'est parce que j'ai cliqué sur ce qu'il fallait pas. Décidément, il n'a pas envie de le mettre. Je suis pas sur le bureau. Si. Ok. Donc la version, le nom du produit, l'auto, description, jeu du loto, compagnie, Denis Sanson, plutôt. Hop, on va le mettre dans le copyright. Et compagnie, Unixver. Oups, c'était pour effacer. C'est pas grave, on est reparti. L'auto, jeu du loto. Ok. Donc Windows, ça sera l'icône, on va la chercher. Donc elle est sur notre bureau. Elle est multiple, puisque dedans il y en a plusieurs tailles en fait. Vous voyez, image index, on en a une sur 4. Donc pour ça que je vais le laisser sur multiple. La version, alors on est en développement, on est sur la toute première version, donc on va passer le 1 à la fin pour le moment. On passera en version 1 quand on aura vraiment fini le jeu. Pour le moment c'est pas le cas. Donc ici je pourrais inclure des fichiers,
mais ça je vais plutôt les inclure au moment de l'installeur. Donc là je suis content de moi, j'ai plus qu'à créer l'exécutable. Voilà, on a notre jeu de loto. Alors pour garder les préférences, je vais en profiter tout de suite et je vais sauvegarder ceci. Là il me le re-sauvegarde en BAT, ça m'arrange pas beaucoup. C'est pas grave, je vais réécraser celui qui existe déjà. Oui. Donc le fait de faire ça, hein, c'est simplement pour avoir garder un petit peu comme le nom et tout ce que je viens d'inscrire, quoi, pour pas le refaire à chaque fois. Donc lui il est pas content parce qu'il a changé, donc je vais lui dire oui, vas-y. Donc vous voyez qu'ici on a toutes les informations, justement, pour éviter de toutes les retaper à chaque fois. Par contre à partir de là il faut plus trop s'amuser à bouger les éléments, sinon on risque d'avoir des problèmes. Donc si je regarde mon loto là, dans ses propriétés, au niveau des détails, on a bien le jeu, le copyright, la version, on est content. Si je le lance, visiblement pas de souci, je rentre une fausse clé, c'est bloqué, c'est merveilleux. Faut toujours tester, hein, on sait jamais à chaque fois. Il peut toujours y avoir des surprises. Je lui donne la bonne clé, c'est déverrouillé, c'est cool. Donc maintenant qu'on a ça là, il n'y a plus qu'à créer l'installeur. Alors, l'installeur, donc on est parti. Il va nous falloir des petites images pour que ça fasse cool. Donc premièrement, ça je vais le laisser de côté, on sait jamais. Google Images, on va aller chercher un splash screen. Donc splash screen. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Un splash screen et on va préciser l'auto, peut-être qu'il connaît. Non, ça m'étonnerait. Vous pouvez toujours tenter. Bon après on peut le faire à la main ces trucs là, hein, mais bon. Allez, ça a l'air d'être pas mal. Bon, l'image elle est un petit peu grande. Là c'est déjà un peu moins grand. Oh, c'est bien mais c'est très grand. Ça ouais, la goutte d'eau ça me plaît aussi. Puis c'est pas trop grand. On en avait une autre de goutte d'eau un peu plus haut. Ouais, c'est une bonne résolution, c'est la résolution de la capture. Ah non, la capture elle est un peu plus grande, donc ça tombe bien ça. On va le prendre en taille réelle. On agrandit bien et on enregistre. Puis ça on l'appelle splash. Donc après le splash screen, on a les espèces d'images pour les bandeaux et tout là. Pour ça, ça c'est vachement grand quand même, hein. Oh, bah ça a l'air d'être pas mal. Allez, on est parti pour ça, comme ça traîne pas trop. Ça je vais l'appeler Bordeaux. Allez. Voilà, on a les deux images qu'il nous faut. Donc on passe dans l'installeur. Donc là c'est pareil, on fera comme avec l'exécutable, on va sauvegarder ce projet de sorte à ce que quand on va y revenir, parce qu'on va certainement y revenir plusieurs fois, on n'a pas tout à se retaper à chaque fois quoi. Donc le titre window, l'auto, le nom du produit, jeu du loto,
Là vous voyez en bas on a des petits éléments. On va sauvegarder le projet et on va l'appeler Loto. Voilà. On fait suivant, message texte. Bienvenue. Bienvenue dans le jeu du loto. Quand l'installation est terminée, Nixver vous remercie d'avoir choisi le jeu du loto et vous souhaite une bonne partie. Que la chance soit avec vous. Voilà. Suivant, la licence. Bon là je vais pas me prendre la tête. On avait un jeu qui avait une licence. Donc je vais reprendre la licence du jeu. Donc c'était dans Web, Prog, Windows. Menu, Extra, non. Source, licence. Hop. Alors ma version de menu 2.7. D'ailleurs je vois qu'ici il y a plein de... Oula, il y a plein de délire. Je sais pas ce qu'il est arrivé à mon fichier. Du coup, bon, pour le moment, on va pas se prendre trop la tête avec la licence. Licence libre de droit pour le jeu du loto. Bon là c'est tout, on va pas se prendre la tête plus que ça. Note splash screen. Alors lui, on l'a sur notre bureau. Ah, c'est du BPM. Bon, on a compris. Hop. Donc les deux fichiers images qu'on a. JPG, JPG. Ok. Donc JPG to BPM ou BMP. Voilà. Easy Convert. C'est parti. C'est un programme. Non. Moi je le veux online. Ah, on va préciser alors. Online. Voilà. On va agrandir un petit peu ça. Donc choisir un fichier. On prend le splash. On lui dit qu'on voudra ça en BMP. Et on convertit. Là ça est bon. Donc je reprécise bien. BMP. La taille. Bon, normalement c'est celle-ci. Better, best. On peut prendre de meilleure qualité. Ok. Là il a pas dû comprendre que... Ah si, new type. Donc je télécharge. C'est cool. On retourne un cran en arrière. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc un c'est splash, l'autre c'est bandeau. Hop. BMP, convert. Ok. Donc meilleur, même chose. On met bien le bon format. Et on télécharge. Voilà. Donc ici on va actualiser. La
visiblement il les voit pas, donc c'est pas grave, on va recommencer. Voilà. Donc, ok pour le splash. C'est vrai qu'on a Header et Wizard. On va pas se prendre la tête, on va mettre le bandeau pour les deux. Voir peut-être le Header garder le petit bandeau là. Et pour le Wizard, remettre lui. Voilà. Combien de temps? Bon, 5 secondes, ça nous laisse un peu de temps. Ici, au centre. D'ailleurs, on voit un petit peu ce que ça fait ici, là-haut. Donc ouais, au mieux de mettre au centre. La couleur. Bon, on va la laisser telle quelle. Sinon, on aura des surprises avec les couleurs. J'en profite ici pour sauvegarder. Bien sous le même nom. Comme ça, au passage, voilà, ça m'évite de réécrire les choses. Et je fais suivant. Alors, la source. Donc le dossier qui va contenir tous les fichiers. Donc on va le préparer. Nouveau dossier. L'auto. Donc dedans, on va lui mettre l'exécutable. Et on va surtout pas oublier de mettre nos utilitaires. Si j'avais la licence, j'aurais pu y mettre la licence, mais c'est pas le cas. Hop. Donc je choisis bien le dossier du loto. Ensuite, où est-ce qu'on va le mettre? Bah, dans Programme File. Setup path. On va appeler ça loto. Donc je pourrais mettre une X vert et puis loto. On va faire ça. Donc je valide. Là. Lui. Donc une icône sur le bureau. Programme menu. La Quick Launch. Logiquement, eux, on n'a pas trop besoin de s'en occuper puisque j'ai pas envie de les mettre. J'ai pas envie de les ranger. Donc le setup path, pour le moment, il n'y a que lui qui a des réglages. Lui, on va faire un programme groupe. Une X vert. Donc Startup Group. Programme menu. Et Start menu. On va voir ce que ça va donner ça. Le but c'est d'essayer d'arriver à les ranger dans le groupe Unix vert. Ce qu'on a essayé de faire la dernière fois qu'on n'a pas vraiment réussi. Hop, hop, là on met un petit peu le tout, comme ça on verra bien ce que ça donnera. Quant à lui, j'ai pas envie de le ranger au niveau du menu. Alors au niveau du registre, alors ici c'est clair qu'on peut pas écrire le path. Donc ça on verra par la suite. On décidera certainement d'y intégrer autre chose. Pour tous les Windows, les droits administrateurs, ouais, on en aura besoin, puisqu'il faudra un moment déplacer les éléments dans des variables un peu plus poussées. J'en profite au passage, vu que je suis arrivé ici, hop, je sauvegarde encore le projet. Et je continue. Est-ce que j'ai besoin de redémarrer l'ordinateur? Pas vraiment. Voilà, je suis prêt à créer l'installation. J'en profite, je re-sauvegarde. Et je construis.
Voilà, l'installation est terminée. Donc tout ce qui m'intéresse c'est le setup pour le moment. Et on va le tester. Ok, on fait suivant. Donc déjà c'est mieux que la dernière fois, on voit au moins ce qui est écrit. Par contre le bandeau on aurait peut-être pu choisir un peu plus large pour que ça prenne quand même toute la place. Donc il va se ranger au bon endroit. Ok, on peut démarrer l'installation. Ok, là aussi on aurait peut-être pu mettre plutôt le machin clair ici. Au moins on voit un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Donc l'icône du loto est arrivée ici, je suis content. Voyons voir un petit peu cette histoire de menu. Donc il y a une partie super, ça s'est bien rangé là où on voulait. Par contre il y a une autre partie qui s'est rangée là où on veut pas. C'est pas grave. On va supprimer cette partie là. On trouvera bien dans les options à un moment ou à un autre comment ça fonctionne cette histoire. Si je regarde bien entendu dans le dossier programme, donc ça c'est vrai que programme là sous-entend du programme 64 bits, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc on a bien le dossier Unix vert, contient bien le dossier loto, et nos utilitaires sont actuellement ici. Donc bien entendu dans le programme il va falloir prendre en considération cette chose, c'est-à-dire que dans notre programme il faudra qu'au début il vérifie si dans la variable d'environnement PAF il connaît ce chemin vers ses utilitaires. S'il ne le connaît pas, il faudra lui donner. Par contre, s'il connaît, il ne faudra pas modifier la variable PAF. En d'autres termes, il ne faut pas dire dans notre programme ajoute au PAF ce chemin. Il faut vérifier au préalable si il n'existe pas déjà. Et on va tester le loto, savoir s'il fonctionne, visiblement. Hop, on rentre du n'importe quoi, programme bloqué. Et si je rentre la bonne clé, je l'ai plus en mémoire, ok. Ok. Bon. Le désinstalleur. Voilà, ça a été très rapide. Et on regarde bien, dans UnixVer, il n'y a plus rien. Au passage, on peut resupprimer le dossier UnixVer. Alors, vu qu'on a sauvegardé notre élément, un fichier assez bizarre, que je sais pas où il m'a mis, et j'aurais dû regarder où j'enregistrais ce fichier. Ce que je cherche en fait c'est le fichier ISP là, du programme d'installation, pour pouvoir voir le truc du menu en fait, qui me dérange un petit peu. Après plus tard on verra l'histoire des icônes, mais dans l'immédiat ce qui me fait un peu plus chier c'est ça. Donc suivant, si je veux ouvrir. Donc il l'a mis dans téléchargement. Alors c'est pas très cool de le foutre dans téléchargement. Donc ça je vais le copier, et pour le moment on va le laisser sur le bureau. Voilà. Donc pour le moment je vais prendre celui de téléchargement, hein, ça va pas trop me déranger. Donc on récupère bien les éléments inscrits. J'avais dit que pour le wizard je préférais mettre l'autre image. Donc pour le bandeau là-haut, je vais laisser lui pour le moment. Et pour le wizard, on met le bandeau. Donc on garde que le splash pour l'autre là-haut. Donc j'en profite. Bon, je le ferai tout à l'heure, un peu plus loin. Donc ça, c'est ok, ça va pas changer d'emplacement. Alors ici. Ici, qu'est-ce qui fait que ça a pu partir là-haut? Je pense que c'est le Start menu, que je vais devoir décocher. Et garder le Startup Group Programme Menu. Et là, je pense qu'on sera bon.
fait suivant, suivant, suivant. Donc là il est prêt à créer. Donc moi je suis prêt à sauvegarder. Donc je vais le mettre sur le bureau, hein, comme j'ai fait avec l'autre. Et on est parti à construire. Voilà. Donc ici on peut le refaire à la fin si on veut, au cas où. Lui on le met à la poubelle parce qu'il est plus bon. Et on relance celui-ci. C'est déjà un peu plus mieux. Hein. Faudrait qu'on arrive à agrandir l'image. Chose qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc l'emplacement est toujours bon. Ok. Il y a de l'amélioration quand même. Hein. Hop, et c'est merveilleux. Ils sont dans le dossier qu'on voulait. Bon, je vais pas retester tout le jeu puisqu'on sait que ça fonctionne ça. Voilà. Alors, bon bah on va laisser ça comme ça pour le moment. Et on va continuer la suite de ce jeu dans la prochaine vidéo, tout simplement. Où on va voir comment générer des nombres aléatoires, comment modifier la variable d'environnement PAF, pour s'assurer de bien ajouter nos éléments au PAF. Après, ça dépend, hein. Soit on décide, parce que j'ai mis les droits administrateurs, donc c'est soit on décide de jouer avec la variable PAF, ou c'est soit on décide de simplement déplacer nos utilitaires dans des chemins déjà connus du PAF. Bon, c'est à voir, mais en général, on évite de foutre des éléments dans le dossier à Windows quand même, hein, parce que le dossier Windows, normalement, ça concerne Windows. Donc on va plutôt s'arranger à ajouter nos éléments au PAF. Puis ça apprend plus de choses de faire ça que dans l'autre sens. Voilà, donc par contre dans la prochaine vidéo, je ne réexpliquerai pas l'histoire de la sauvegarde de ce fichier, puisque dans la prochaine, on va vraiment toucher au PAF, donc faites attention. Et comme je l'ai déjà fait cette sauvegarde là maintenant, je ne la réexpliquerai pas dans la prochaine vidéo, donc pensez-y, hein, vu qu'on va y toucher vraiment dans la prochaine. Si au cas où vous refaites une sauvegarde avant, comme je vous dis, je ne repréciserai pas. Donc voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a remémoré un petit peu ce qu'on a vu dans un peu toutes les vidéos. Là on n'a pas vraiment tout fait. On a vu une nouvelle chose, par exemple le NEC. Donc là j'ai mis égal égal, et sachez que j'aurais pu faire ceci en réalité, hein, EKU, pour tester l'égalité. C'est à voir quoi, c'est comme on préfère. Bon, moi j'aime bien ça parce que j'ai l'habitude d'écrire ça en programmation. Et bien sûr, on va continuer le jeu. J'espère d'ailleurs que l'histoire du jeu va vous plaire aussi. Allez, sur ce, moi je vous dis ciao bye bye, à la prochaine.